bienvenue sur Nuance et Science, le podcast qui explore les mystères de la science et les dernières avancées médicales pour alimenter ta passion et enrichir tes connaissances. Je suis Gauthier, étudiant en médecine, et ton hôte pour cet épisode. Et si je te disais que le jeûne, ce n'est pas juste une affaire de santé? C'est plus que ça. C'est également une plongée dans un bien-être profond qui transforme ton regard sur le monde. C'est aussi un acte politique qui défie la société de surconsommation. Pour résumer, le jeûne, c'est bien plus qu'un traitement efficace contre les pathologies occidentales, c'est une manière de penser et de vivre autrement. Aujourd'hui, on va explorer cette dimension avec Eva Laura, qui est professeure de philosophie et co-auteure du livre Le jeûne, une expérience philosophique. On commence cette discussion très enrichissante avec une question simple. A-t-elle déjà expérimenté le jeûne avec son collègue Sébastien Charbonnier avant d'écrire ce livre ? Tu avais déjà jeûné quand il t'a proposé ou Oui. Okay. Oui, on avait déjà jeûné tous les deux, D'accord. plusieurs fois. Séparément, ensemble? Alors lui, il avait d'abord jeûné avec la fédération francophone Jeûne et Randonnée dans la Drôme, une fois ou deux peut-être, 2 fois. Et puis j'ai fini par y aller moi aussi, au même endroit. Enfin, ouais. D'accord. Et c'est lui qui t'a poussé à aller jeûner? Alors poussé, non. Qui t'a donné l'idée ou c'est autre chose? Alors la première fois qu'on a entendu parler de jeûne, moi j'étais très résistante parce que je m'intéressais un petit peu, j'avais lu un petit peu de trucs d'Ayurveda et je me disais manifestement le jeûne ça n'a pas l'air d'être bon pour moi, je suis pas très épaisse, on sait jamais. Et puis en fait il y a un moment où lui il revenait tellement enthousiaste, transfiguré que je me disais bon il faut essayer ça. Voilà. Et une fois que j'ai essayé, j'avais envie de recommencer. D'accord. Et donc à la fédération, c'était une semaine? C'était une semaine, ouais. Une semaine? Ouais, le principe normalement c'est on arrive sur place le premier jour, donc on est 7 jours sur place, on arrive sur place le premier jour, c'est le premier jour où on ne mange pas et on fait une purge le soir pour vraiment vider, parce que comme la vie intestinale s'arrête, il y a le risque qu'il y ait des choses qui restent et là on n'est pas bien en fait physiquement, donc on fait la purge et puis ensuite on reprend le dernier jour. C'est-à-dire que la FFJR, ils ne nous laissent pas partir le ventre vide. C'est vraiment, ils font très attention à ça. On a beau se sentir bien, l'idée c'est il ne faudrait pas qu'on soit dans un délire de c'est bon, je pourrais m'arrêter définitivement de manger ou je peux prendre ma voiture en étant à jeun depuis une semaine. Ça, c'est pas très prudent, donc ils font attention à ça. D'accord, ok. Et vous faisiez du sport tous les jours, c'est ça? Ouais, alors du sport, ça donne l'impression qu'on faisait de la marche. Ouais. Et c'est vraiment important, la marche, c'est... on nous disait toujours, il faut marcher et pouvoir parler en même temps. Parce que l'idée... moi je suis pas médecin, mais l'idée c'est, à partir du moment où on a utilisé tout le sucre qui était dans le foie, etc., dès le 2e jour, évidemment, il faut quand même continuer à avoir de l'énergie. Comme on ne se nourrit pas, il faut aller la chercher dans le corps. Et pour que le corps puisse aller chercher dans les graisses, ce qu'il va faire de lui-même, il faut quand même qu'il y ait suffisamment d'oxygène. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut 3 molécules d'oxygène pour brûler une molécule de graisse. Si on marche trop vite ou on fait du sport, déjà on n'arrive pas très bien parce qu'on est vite essoufflé, mais du coup on manque d'oxygène et donc là le corps va aller chercher dans les protéines, c'est-à-dire dans les muscles, parce que dans mon souvenir c'est une molécule d'oxygène pour brûler une molécule de protéines. Et donc si on veut pas perdre de musculature, ce qui serait quand même vraiment dommage, de faire un jeûne, de perdre juste des muscles et de rester tout gras et en mauvaise santé après, il faut effectivement prendre le temps de faire. Et puis ça permet aussi de respirer bien et d'évacuer aussi les toxines. De toute façon, faire du sport, ça fait du bien. Et je pense que justement pour la masse musculaire, c'est bien de faire du sport, mais donc pas trop intensément comme tu me dis. Parce que du coup, ça permet quand même de stimuler un peu les muscles pour que le corps pense qu'ils ont encore un intérêt d'être présents et pas aller chercher l'énergie dedans. Donc, ça
Et alors là, pour mon premier jeûne à moi, c'était vraiment... on est arrivé et c'était chez Christopher Belling et lui et sa compagne, ils aiment bien vraiment la montagne et donc on a pu faire des 1000 mètres de dénivelé, marcher 5, 6 heures, 7 heures avec des paysages incroyables et tout ça à petits pas. Et tu as eu l'occasion de faire de la randonnée hors jeûne. Est-ce que tu vois une différence Oui, alors oui, j'ai fait pas mal de randonnées hors jeûne. Il y a une différence en termes de vélocité. Ouais. C'est sûr qu'on marche plus lentement quand on est en situation de jeûne. Après ça, alors moi j'aime bien regarder les détails, les plantes, les trucs au bord du chemin. Là, ça accentue encore cette attention aux petites choses, à la lumière. On est vraiment, moi je trouve qu'on est vraiment en situation de jeûne, en grande ouverture sur ce qui est en fait, et on trouve de la beauté partout, et c'est vraiment chouette. Et rapidement, ça a fait descendre les curseurs sur des stress que je peux avoir de je marche pas assez vite, les autres ils avancent, moi j'avance pas. Là, le premier jour j'étais comme ça, mais de toute façon je ne pouvais pas aller plus vite. Et puis après, on s'en moque complètement. Ça c'est chouette. Ouais, ça fait des vacances. De contemplation et exactement, ouais. De repos, de calme. Ouais. Et un ralentissement, en fait, qui n'est pas juste un ralentissement du corps, parce que c'est clair qu'il y a un ralentissement, on n'a pas le choix, mais c'est aussi un ralentissement de l'esprit, mais pas au sens où ça y est, on n'arrive plus à penser, mais plutôt l'acceptation d'être tranquille, quoi. Effectivement, un état méditatif. Ouais, j'ai hâte d'essayer ça aussi. J'ai déjà fait le jeûne, un jeûne de 5 jours, mais à la maison. Ah oui, je pense que c'est pas pareil, ouais. En marchant et puis en dehors de la ville surtout, parce que c'est quand même autre chose de faire ça ici, de sortir dehors. En plus il y a tous les magasins avec les odeurs de nourriture, on croise tout le temps quelqu'un qui mange, et je préférerais rester dans la nature et justement contempler comme ça. Je ferai sûrement ça cet été. Ouais, ça paraît une bonne idée, ouais. Ça serait sympa. Et donc ton premier jeûne, ça a été en ville, ouais. Et chez toi. Ouais. Ah oui, moi je trouve que c'est très difficile, et tout seul. Ouais, tout seul. Ah ouais, t'es passé par la face nord. Ouais. Pour moi, c'est face nord, là. J'aime bien faire ça, mais je sais que je le referai sûrement pas comme ça. C'est sûr que accompagné, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est quand même autre chose. Et oui, et puis partager l'expérience. Ça, c'est chouette aussi de partager cette expérience-là, parce que déjà, par moment, surtout au tout début, les 3 premiers jours, on se sent pas forcément très bien. On a des chutes de tension, c'est pas forcément évident. Il y en a que ça peut vraiment angoisser. Et puis, avoir une sortie du quotidien, c'est bien aussi, quoi. Là, chez soi, on a quand même nos habitudes. Ça t'a dérangé, les odeurs de nourriture ? En fait, ça réduit ma faim quand elle est là, parfois. Mais oui, peut-être que quand je passais à vélo à côté d'une boulangerie ou quoi, ça... Je sais pas si ça me dérangerait, mais en tout cas, je préférais ne pas l'avoir. D'accord. Ouais. J'ai le souvenir que... Alors, nous, effectivement, on était dans la montagne, mais il y a des moments où on est passé dans des endroits où il y a des gens qui faisaient des barbecues. Ouais. Et en fait, effectivement, limite, on se nourrissait d'odeurs, on se disait « Ah, ça sent bon !» Et aucune envie d'en manger, mais c'était un plaisir, effectivement. Mais peut-être qu'en ville, avec des odeurs de graisse, de frites, où on sent que finalement, c'est pas ça dont on a besoin. Et ça, c'est intéressant. C'est plus cette gourmandise, voire pire. C'est vraiment, on se dit « Ah, tiens, ça sent bon !» Ou alors c'est sympa, mais à la limite, un brocoli, ce serait pas plus mal. Ouais, je pense que c'est vraiment ça pour le coup, parce que je me rappelle y avoir pensé, me dire, mais en fait, j'ai pas envie de cette nourriture-là. J'ai envie de plus sain. Et plus simple aussi. Ouais. Plus simple, voilà. Juste un aliment. Et 5 jours aussi, quel dommage. Moi, je trouve qu'à partir du 5e jour, là, ça devient juste fabuleux. Ah ouais. D'accord. Après, moi, je suis une grosse gourmande et j'ai ressenti la faim
c'est marrant, je veux dire, à toutes les heures de repas, c'est pas forcément mes heures de repas habituelles, mais à midi, à 19h, j'avais toujours un peu une fringale, bon, on boit un verre d'eau, puis ça passe, pendant 5 jours. Et puis après, c'est passé, et là, il y avait rien qui pouvait, enfin, tout était parfait, quoi. Je trouvais que là, à partir du 5e jour, pour moi, c'est parfait. D'accord. Il y en a plein, dès le 3e, c'est parfait, mais oui, il me faut un petit peu plus de temps. Ok. Mais moi aussi, j'ai beaucoup cette sensation de faim qui a été présente, et comme tu le dis, aux heures des repas, après c'est normal, le corps est habitué, il s'attend à avoir un repas. Mais moi, c'était plutôt à partir du 3e jour où j'ai commencé à ressentir moins de faim, et que ça allait. Après, il y a toujours des hauts et des bas. On commence à avoir faim et finalement ça passe. Oui, c'est une petite fringale en fait, plus que la faim, quoi. Je pense que la faim, on n'a jamais connu, on est chanceux. Et après ces expériences-là, comment aujourd'hui tu continues à... Est-ce que tu continues à pratiquer le jeûne? Est-ce que tu essayes de perdurer ses effets? Enfin, comment est-ce que tu fais? Alors, là, ça fait 2 ans que j'en ai pas fait parce que à mon dernier jeûne, alors j'ai fait mon dernier jeûne, j'avais fait, pour le coup, je pensais avoir un espace un peu tranquille au boulot et finalement il y a eu plein de réunions, de trucs, etc. Et donc je me suis retrouvée à jeûner tout en allant travailler et pour pouvoir arrêter vraiment avec le plaisir et l'attention nécessaire, j'avais jeûné 9 jours. Et après, bon voilà, j'ai eu des soucis et en fait, j'ai perdu beaucoup de kilos. Et donc, j'avais envie, mais je me disais, je peux pas, en fait, il fallait que je reprenne du poil de la bête. Et donc là, je suis en train de réfléchir justement et je me dis, bon alors, quand est-ce que je peux trouver un temps pour faire ça? Et donc, je pense que je vais reprendre. Mais sinon, je fais quand même, alors je dis ça, mais je fais quand même du 8-16. C'est-à-dire que je prends pas de petit déjeuner et j'essaye, alors 8-16. Comme j'ai un peu tendance à manger tard le soir, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, j'essaye d'être au moins du... À une époque, je faisais aussi 1 jour par semaine où je mangeais pas, mais c'est quand même pas très facile en allant travailler. Parce que même si parfois, je suis prof, avec mes élèves, c'était sympa parce que j'étais un peu plus lente et donc je pense que pour eux, c'était plus facile de me suivre. Puis je m'énervais pas très vite, etc. Donc peut-être que pour eux c'était pas mal, mais quand même pour moi c'était un peu difficile. C'est quand il fait froid, quand il fait moche, quand il y a du stress, etc. Se dire je vais arrêter de manger la journée, c'est pas le même effet qu'un jeûne long. On n'a pas tout de suite cet effet genre de méditation, de plaisir. Donc je préfère quand même le jeûne d'1 semaine. Est-ce que tu en parles à tes élèves quand tu es en jeûne comme ça? Pas trop, parce que moi j'ai des élèves de lycée, donc déjà il y a quelques-uns qui sont majeurs mais pas tous, et parfois ils sont un peu fragiles en termes de santé mentale, on va dire, et je voudrais pas... voilà, il faut être quand même prudent dans cette idée d'arrêter de manger. Il y en a qui ont des problèmes qu'on ne perçoit pas forcément, mais d'anorexie ou de boulimie, ou de régime. Et bref, je préfère ne pas en parler. Et puis, je ne leur raconte pas ma vie non plus. Tout simplement. Tu ne sont pas forcément au courant de ton livre, par exemple? Non, pas forcément. Alors, il y en a peut-être certains qui l'ont vu parce que quand on l'a publié au CDI du lycée, ils l'ont acheté et donc ils ont dit qu'il y a une rubrique « Nos collègues écrivent » et puis c'était apparu, mais je pense pas qu'il y en ait qui l'aient lu. Okay. En termes d'élèves. En tout cas, c'est marrant parce qu'on a vraiment la même situation, je trouve. Moi aussi, je fais du 18-6 et là, en ce moment, je jeûne 1 fois par semaine. Là, d'accord. Je suis en jeûne, par exemple. Ok. Et je pense que je vais faire peut-être 1 semaine ou 2 par an. Et je suis également assez maigre et je fais du sport. Et j'ai du mal à justement me laisser jeter parce que j'ai du mal à reprendre du poids entre les deux. Donc toi, comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu te dis qu'il faut que tu reprennes du poil de la bête? Je le dis parfois à haute voix parce que les autres, ça les rassure que je dise ça. Mais
Non, vraiment, je me fais plaisir. Après, voilà, le truc, c'est qu'après un jeûne d'une semaine, ben, on a vraiment envie de manger sain, parce que c'est ça qui fait plaisir, parce qu'on est bien, parce que ça maintient une vitalité qui n'est pas du tout la même. Le truc, c'est... alors moi, la première année, j'en ai fait 2 dans l'année, et sinon, je me dis qu'un par an, c'est suffisant. Après, j'ai du mal à trouver le temps pour ça aussi. Parce que moi, j'aime beaucoup être avec des amis, la famille, etc. Et voilà, la nourriture, c'est hyper important. Les gens croient que les gens qui jeûnent sont... mais moi, vraiment, pour moi, c'est hyper important. Je suis super gourmande, je fais à manger tout le temps. Vraiment, c'est important de partager, voilà, de partager le pain et le reste. Et de faire le pain et le partager. Du coup, trouver une semaine, c'est-à-dire finalement, en trouver 3, parce qu'il faut qu'il y ait le temps de la descente aussi. On va pas dire aux gens, ah bah non, là, aujourd'hui, je mange pas de viande. Et puis là, pas non plus ah non, pas de vin, pas de produits, pas de céréales, pas de... Voilà, c'est pénible. Et puis après, plus rien. Et puis après, quand on remonte aussi, donc il faut quand même trouver un espace que j'ai du mal à trouver. Et puis dès que je m'éloigne vraiment, quand ça fait 8 mois, 9 mois, 10 mois, quand le stress remonte, moi je suis un bec sucré et je me mets à mal manger en fait. Ça c'est le problème. Et donc là on retrouve, je sais pas si on retrouve du poil de la bête, mais on retrouve du gras. Donc on reprend du poids. Et est-ce que tu trouves que c'est difficile de réentrer dans ce jeûne? Et est-ce que tu as des astuces pour rendre ça plus facile? Le jeûne d'une semaine? Oui. Franchement, ce que je trouve le plus difficile, alors on en parle dans le livre, la vraie difficulté, c'est de prendre la décision. Se dire, ah, je vais faire ça. Et de prendre la décision, surtout si autour, les gens se disent, mais t'es complètement cinglé. Il y a des gens, moi je sais qu'il y a des, j'entends des fois les élèves, par exemple, ils pensent que si on ne mange pas pendant un jour, on est en danger, en vrai danger, quoi. Tu dis, bah non, ça va aller. Donc prendre la décision, et puis la descente. Donc la descente, c'est vraiment d'enlever des aliments les plus durs à digérer petit à petit, parce que pour moi, ça fait vraiment penser à un régime. C'est l'interdit. C'est vraiment dans l'interdit, alors que le jeûne, c'est pas l'interdit. On passe à autre chose. Et du coup, la semaine de descente, moi, je trouve ça très difficile. Après, s'il y a la purge, c'est horrible, c'est dégueulasse. C'est quoi, c'est chlorure de magnésium, pardon. C'est vraiment, cette amertume, c'est vraiment pas bon. Voilà, j'aime pas passer par ce truc-là, mais bon, c'est dommage que la dernière chose qu'on ait dans la bouche, c'est ce truc dégueulasse. Mais bon, après ça va. Et le premier jour, on est un peu faible et tout, mais non, c'est vraiment la descente que je trouve dure. D'accord. Donc 2 choses qui sont compliquées selon toi, c'est d'abord aller vers le jeûne, parce qu'on nous a tellement appris que c'était pas possible. Moi, même avant de faire mon jeûne, c'était impossible de pas manger pendant une journée. Ça paraissait totalement fou. Bah oui. Et je me rappelle même dans d'anciennes randonnées que j'ai faites, quand on randonne, on marche toute la journée. Et c'est impossible de compenser toute cette dépense calorique. Et je me souviens essayer de calculer combien de nourriture je dois prendre pour ne pas perdre une seule calorie. Mais c'est juste impossible en fait. Et aujourd'hui, on n'accepte pas parfois. Parce que les calories, elles sont là, elles sont juste à l'intérieur. Ouais. Elles sont là différemment. En fait, on n'a pas besoin de sac à dos pour avoir nos calories. C'est ça. Après, moi, quand je faisais de la rando, quand je fais de la rando en mangeant, je veux dire, j'ai beaucoup moins faim qu'au quotidien. Je sais que je randonne avec des gens qui prévoient des trucs, des snacks, etc. Moi, j'ai jamais envie. Pourtant, je suis vraiment une gourmande, je suis du genre à grignoter, mais en rando, je sais pas, je sens pas la nécessité. Le fait que le corps soit en mouvement et tout. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à jeûner la première fois ? Ce qui m'a amené à jeûner, c'est que j'avais contacté Jacques Rouillet. Ouais. De l'Académie médicale du jeûne. Pour faire l'interview. Et je voulais comprendre vraiment la chose avant de pouvoir en discuter avec lui. Ça me paraît indispensable d'expérimenter un sujet dans lequel je vais parler, surtout sur plusieurs épisodes. Donc c'est pour ça que je l'ai fait, et également parce que j'aime bien me remettre en question les idées que je me fais,
notamment là, qu'on ne pouvait pas ne pas manger pendant une journée. C'est ce que je trouve génial qu'ils aient qu'ils aient créé cette académie médicale du jeûne, parce que justement pour amener des médecins à jeûner pour faire cette expérience aussi, et du coup pour pouvoir accompagner des gens, parce que à la FFJR par exemple, quand on se présente pour jeûner, quand on essaie de remplir, ils nous demandent si on est un suivi médical, et la première chose qu'ils disent, il faut aller voir votre médecin. Le problème, c'est que si les médecins en question n'ont jamais jeûné et ne se sont pas intéressés à la question, souvent c'est pas possible. Or il faut adapter absolument le traitement, parce que si vous prenez le traitement normal alors qu'il n'y a pas la nourriture avec, ça va être trop fort. Si vous l'arrêtez, ça va pas du tout. Donc il faut un vrai suivi, quoi. Et donc moi je trouve ça vraiment génial qu'ils aient créé ça. Et puis même il y a plein d'endroits où ils accompagnent des jeunes. C'est très important de pouvoir avoir un référent médical pour pas faire n'importe quoi. Et est-ce que tu sais, du côté, une question un peu plus politique, pourquoi on pense tous que c'est impossible de ne pas manger pendant une journée ? Alors déjà parce qu'on n'a jamais essayé, parce que, moi j'ai envie de dire que, en tout cas dans notre société, on est une société de consommation, donc on est tout le temps en train de consommer de tout. Des fringues, des podcasts, de la musique. On est tout le temps en train de se stimuler d'une manière ou d'une autre, comme si c'était pas possible de rester sans rien. Et y a l'idée de ne pas avoir, je pense que, vous voyez, quand on dit, il va y avoir un jour sans consommation, les gens se disent, c'est pas possible, je peux pas faire un jour sans consommation. Alors un jour sans manger, on s'arrête jamais. Et puis bon, y a quand même dans les religions, il y a quelque chose de l'ordre du jeûne, mais le jeûne du carême, c'est quand même, on continue de manger, mais c'est vraiment, on mange moins, on mange pas de viande, etc., pas de dessert. Et puis pour le ramadan, on est vraiment en pile dedans, c'est carême et ramadan en ce moment. Pour le ramadan, ils ne mangent pas de la journée et ils ne boivent pas de la journée. Moi, c'est ce qui me paraît beaucoup plus complexe. Mais dès que le soleil se couche, ils se rattrapent. Donc il y a vraiment, on a gardé ce truc-là de bon, même ceux qui font ce genre de choses, en fait, continuent de manger et de boire. Donc, et puis parce que c'est le truc vital, quoi. Donc si c'est un besoin vital, alors on ne peut pas arrêter, sinon on va mourir. On ne sait pas quand, mais on pense que c'est tout de suite. Ouais, donc finalement, même dans les religions, le jeûne n'est pas complet, en tout cas sur la longueur. Ouais. Et est-ce que tu as une idée de pourquoi je ne serais pas étonnée que quand même dans l'hindouisme, ils fassent des jeûnes complets. Ok, ça dépend. Je pense que ça... Mais bon, après, je ne maîtrise pas du tout... Mais par exemple, Gandhi faisait des jeûnes, dès qu'il avait une décision importante à prendre, il faisait un jeûne pour vraiment avoir l'esprit clair, et puis ce que tu disais tout à l'heure, se remettre en question, etc. Et donc mettre à distance aussi tout ce qui est tout le temps dans la tête, tous les gens qui ont parlé, etc. Ça descend, et là on peut penser de manière plus claire. Est-ce que tu as une idée de pourquoi on retrouve le jeûne dans tant de religions ? Ça peut être qu'une interprétation complètement personnelle. Évidemment, je n'en sais rien. J'ai pas une vraie réponse. La vérité, je la connais absolument pas. Après, je pense que tu as dû expérimenter ça. Quand on expérimente le jeûne, on perçoit, tu parlais tout à l'heure de méditation, on perçoit à quel point ça réinitialise des choses. Voilà, on n'est plus perturbé par tout ce qui nous perturbe tout le temps au quotidien. Et il y a une véritable ouverture. Alors, je parlais aussi vraiment à la question de la beauté. On a une attention à ce qui est, que ce soit l'environnement autour de nous, la qualité de la lumière, l'autre aussi, le regard de l'autre. Par exemple, je suis moins étonnée quand tu me dis que tu jeûnes aujourd'hui, parce que tu as un regard qui est d'une attention et d'un calme qui moi, me fait vraiment penser à ce regard qu'on a dans le jeûne, qui est vraiment... on n'est pas en train de... Ce que je fais là actuellement, à regarder partout, à dire est-ce que j'ai la bonne réponse, etc. Il y a quelque chose de calme et de posé. Et
il me semble que d'un point de vue spirituel, c'est la meilleure voie vers une forme de transcendance, que ce soit un dieu ou si on est dans une religion plus animiste, ce qui est quoi autour de nous. Dans l'idée de charité ou quoi, une attention à autrui qu'on reconnaît comme vraiment un alter ego, comme un autre soi et dont on a envie de prendre soin. Et je pense que cette réinitialisation périodique, ça va dans le sens des messages des religions en général. Mais encore une fois, c'est mon interprétation. De toute façon, personne ne doit avoir la réponse oui, c'est probable. Question. Tout à fait. Et c'est beau tout ce que tu dis. Quand tu racontes ça à des gens qui n'ont pas jeûné, comment est-ce qu'ils réagissent ? En général, ça les intéresse beaucoup. Et puis, mais moi, je pourrais pas arrêter de manger. Moi, c'est pas possible. C'est vraiment, c'est ce double. Et je me souviens qu'on a été invité à un festival du livre. C'était le festival du livre gourmand de Périgueux. C'est génial quand même. Pour le jeûne, on a été invité au festival du livre gourmand et c'était extraordinaire de voir les gens passer, qui regardent les livres, etc. Et puis qui parfois regardaient le nôtre, lisaient et là étaient éclatés de rire. Et il y a quelques personnes qui sont arrêtées avec qui on a pu parler et qui étaient vraiment étonnées, qui avaient plein de questions, etc. Et en même temps qui étaient là dans ce festival du livre gourmand. Donc il y avait vraiment... et ça leur paraissait fou. Donc il y a vraiment cette double tension. Après... Dans notre entourage, on a été les premiers à jeûner. Et voilà, je dis les premiers, parce qu'en fait, tous... Alors, il y en a qui me disaient, mais n'importe quoi, c'est dangereux. En plus, dire que ça fait du bien pour ceci ou pour cela, c'est pas scientifique. On disait, il y a quand même... scientifiquement, dans d'autres pays, on a avancé là-dessus. En France, c'est peut-être pas scientifique encore, mais c'est peut-être... Bon, ça fait quand même quelques années maintenant. Et puis, certains parmi nos amis qui nous disaient, et parfois certains qui disaient que c'était absolument impossible pour eux d'arrêter de manger, ont essayé et ils sont revenus. Donc, ça fait son chemin. Et il ne faut pas se précipiter, ça c'est sûr. Jamais de la vie, en fait. On ne peut pas s'empêcher de faire du prosélytisme, je crois, surtout quand on sort de jeûne, parce qu'on est tellement ravis qu'on a envie d'en parler, ou que les gens se disent « Oh là là, t'as l'air en pleine forme et tout. » Oui, je ne sais pas manger, c'est pour ça. Et du coup, ça interpelle. Et je pense que ça fait son chemin. Ouais. Et est-ce que tu penses que tout le monde qui a fait un jeûne sort de celui-ci aussi content, ou c'est possible de rater un jeûne, entre guillemets ? Alors, je pense que c'est possible de rater un jeûne. Ça m'est pas arrivé. Alors parfois, je pense que c'est possible de rater un jeûne quand on a vraiment beaucoup à éliminer et que cette élimination par le foie, etc., elle est fatigante, elle est épuisante, voire douloureuse. Je pense que ça peut arriver. Et du coup, on n'est pas forcément très bien. Mon dernier jeûne, il a duré 9 jours. Je pense que je l'ai fait durer aussi parce que je me disais, là, j'ai pas encore... je sens que c'est pas encore bien. J'étais pas très bien... j'avais fait une demi-purge en me disant, je suis petite. Les autres, ils font une purge complète. Une demi-purge, ça devrait suffire. Puis au pire, je ferai la suite. Sauf que l'idée de reprendre du chlorure de magnésium, c'était pas possible. Et donc, il a fallu plusieurs jours avant que je me sente bien. Et je me dis, si je m'étais arrêtée, je me serais dit, mon jeûne, il n'a pas été super, quoi. Ça peut être ça. Et puis, ça peut être, on jeûne à un moment, il y a des gens qui viennent jeûner. Je me souviens, lors d'un jeûne, il y avait eu ça, quelqu'un qui venait jeûner après un deuil. Et ça peut pas être un jeûne joyeux, même si il venait jeûner justement pour ça, pour pouvoir vraiment descendre et être... Mais bon, descendre, je veux dire, dans ses émotions, vraiment être dans une sorte de nid interne, c'est pas des moments très chouettes. Et puis ça peut être raté si la reprise est ratée. Par exemple,
c'est Christopher Belin qui nous avait expliqué. Alors lui, il jeûne depuis... ses parents ont apporté le jeûne en France. Lui, il jeûne depuis très très longtemps. Et jeune homme, il était venu jeûner avec un ami. Ça s'était super bien passé, etc. Il avait l'habitude. Et puis, ils sont allés voir la mère de l'ami, qui est une super cuisinière, et qui les a accueillis avec un festin, et notamment du fromage, etc. Et en sortant de jeûne, ils se sont jetés là-dedans. Ils ont beaucoup regretté. Ils avaient mal au ventre, etc. Enfin, et là, en fait, on casse tout, quoi. Mais sinon, je sais pas. Est-ce que tu crois peut-être que c'est l'état d'esprit qui pourrait aussi faire rater un jeûne? Par exemple, dans votre livre, vous parlez souvent que c'est quelque chose qui permet de ralentir. Oui. Mais moi, j'imagine quelqu'un d'hyper productif qui, justement, veut utiliser le jeûne pour avoir cette clarté d'esprit et foncer dans une semaine de travail hyper intense, par exemple. Est-ce que ce serait une mauvaise raison? Est-ce qu'il y a des mauvaises raisons de faire un jeûne et qui font que c'est raté, entre guillemets? Ah oui, dans ce sens-là. Ouais, ah oui, je pense qu'il y a de très mauvaises raisons de faire un jeûne. Je pense que, effectivement, faire un jeûne pour être plus efficace, enfin, instrumentalisé. Alors, sauf peut-être, effectivement, quand on fait un jeûne thérapeutique, parce qu'effectivement, c'est dans une certaine mesure instrumentalisé, mais pour le coup, ce pourquoi il est fait, dans une certaine mesure, permettre au corps de faire le job, quoi. Mais sinon, effectivement, instrumentalisé pour pouvoir tout de suite avoir des bonnes idées, être plus efficace. Alors déjà, je ne crois pas que travailler en jeûnant, ça nous rend plus efficace, parce qu'on ralentit et que ça va pas marcher, quoi. Moi, je me souviens que j'avais lu qu'on avait une clarté d'esprit, etc. Et je me disais, moi, j'ai pas d'idée. J'avais été un petit peu déçue de ce point de vue-là. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une lame de fond. Ça aussi, c'est lent. C'est-à-dire que, effectivement, on n'a pas forcément tout de suite comme ça, clac, des super idées. En revanche, nos idées ou nos manières de voir les choses ou de considérer les choses, en fait, on change un peu de perspective, mais ce changement de perspective, il est lent. Il n'est pas forcément pendant le jeûne. Il va venir ensuite. Et puis, faire un jeûne pour maigrir, je pense que c'est pas une bonne idée. Ça peut être utile, mais disons que ça peut le faire, mais je pense qu'on passe à côté de l'intérêt du jeûne. Mais voilà, après, c'est mon avis à moi, parce qu'en fait, on le voit comme un régime, et donc on reste dans cette idée d'une sorte de performance, d'image de soi qui ne va être bonne que si on correspond au code, etc. Et je trouve que c'est dommage. C'est mieux c'est mieux, on dirait un jugement moral, mais c'est plus confortable de jeûner et de se dire « Waouh, mon corps est capable de faire ça, mais merci ». Parce que quand on se dit merci, quand on dit merci à son corps d'être si efficient, on ne le regarde pas de la même manière. Et peut-être que changer son regard, c'est bien mieux que changer son poids. Enfin, bien mieux, non pas d'un point de vue moral, même si peut-être aussi, mais bien mieux d'un point de vue de vie quotidienne avec soi-même. Après, peut-être que même avec une mauvaise raison initiale, on peut prendre conscience au fil du jeûne de ses bénéfices de ce côté-ci. Tout à fait, oui, c'est possible. Après, peut-être qu'il faudra jeûner plusieurs fois pour réussir à dérigidifier nos modes de pensée, quoi. Il y a et c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, on peut être prosélyte, mais il faut laisser le temps, il faut que les gens jeûnent, s'ils jeûnent, ce soit de leur plein gré et avec leur désir et leur curiosité, et qu'il faut qu'ils aient la possibilité pendant le jeûne d'arrêter à tout moment. Ça arrive qu'il y ait des gens qui arrivent et qui disent en fait non, ça va pas. En tout cas, dans les endroits où on est allé de la FFJR, ils disaient on peut passer par exemple à une monodiète. Et parfois, les gens passent à une monodiète et puis un jour après, ils voient les autres et puis finalement, ils arrêtent. Et ils reprennent le jeûne parce que finalement, ça les intéresse plus. Mais venir forcer, entre guillemets, tu vas venir avec moi, ça va te faire du bien, je pense que ça marche pas. C'est un peu comme faire une psychanalyse parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire et qu'on n'a pas envie. On a trop de protection, quoi. Et donc on a parlé des raisons de jeûner. Maintenant, du côté de manger, selon toi, c'est quoi les vraies raisons pour lesquelles on mange souvent? Alors,
Il y a le plaisir quand même. Un vrai plaisir alors d'abord un plaisir vraiment des sens, quoi, sensuel, le plaisir des textures, le plaisir des goûts, etc. Il y a le partage, manger avec les autres. Et puis il y a se nourrir quand même, c'est important. Ça, c'est les bonnes raisons. Puis il y en a plein de mauvaises raisons de manger. Le stress, le fait qu'on ne se sente pas bien. Parfois, on ne se sent pas bien parce que voilà, on a des toxines, des machins, des trucs, le corps essaye de s'en débarrasser, du coup ça nous met dans l'inconfort. Or, manger un truc sympa, ça fait passer l'inconfort, ne serait-ce que parce que le corps arrête de faire le ménage pour pouvoir gérer ce qui arrive de nouveau. Quand on est stressé, quand il fait froid, quand ça va pas, on a tendance à... Enfin, moi je sais que je le fais beaucoup. Ça marche aussi avec la clope et le café. C'est-à-dire, on va aller chercher une satisfaction. La nourriture, ça fonctionne beaucoup comme un objet transitionnel. Winnicott, il parle d'objet transitionnel. Alors, on a beaucoup l'idée du doudou comme objet transitionnel, mais ça peut être une chanson. Moi, je sais que pendant des périodes où j'avais trop d'heures de cours, c'était difficile, etc., je prenais un café, un truc chaud. C'était mon objet transitionnel. C'était vraiment, si j'avais pas ça, je me sentais je me sentais pas bien. Ça me rassurait d'avoir ce truc-là. Le chocolat fonctionne beaucoup comme ça. Et c'est pas juste pour le magnésium. Et ça, c'est des mauvaises raisons de manger, ouais. Mais qui sont... Et puis, le fait qu'on nous en propose partout, tout le temps. Il y a de la bouffe partout. Plein de trucs nouveaux, en plus. Il faut essayer. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que la majeure partie du temps, on ne mange pas pour se nourrir. C'est plutôt pour d'autres raisons, celles que tu as énoncées. Et puis il y en a plein qui mangent parce que c'est l'heure. Oui, aussi par habitude. Oui. Par habitude, parce qu'il faudrait manger à telle heure, parce qu'on nous a dit qu'il fallait manger à midi et à 20h. Toi, tu l'as vécu comme pas forcément une augmentation de tes capacités de travail. Ouais. Moi, pour le coup, j'ai vraiment ressenti que je travaille beaucoup mieux en jeune. D'accord. Que si j'avais mangé. Ah, mais ça, il faut le dire, il n'y a pas que moi qui dois parler. Après, je sais pas comment tu te sens après un gros repas, mais souvent t'as envie de dormir. Ah oui, ça c'est sûr. Je trouvais que le jeûne, c'est vraiment l'état contraire de ça. On est vraiment très éveillé, on n'a pas du tout envie de s'endormir après un repas. Ah oui, tout à fait. Pas du tout dans cet état-là. Et souvent, quand j'ai du mal à travailler, c'est après un repas. Souvent dans cet état un petit peu où la glycémie va redescendre parce qu'elle va monter et qu'on s'endort presque devant son travail. C'est vrai. Alors c'est vrai que je me rends compte par exemple que, alors comme je te disais tout à l'heure, quand je fais la rando, j'ai pas faim, j'ai pas spécialement envie de manger. Bon alors le soir après on est content, mais et quand je suis en train de travailler, alors pas forcément en classe parce que ça demande une telle énergie à la fois d'essayer de réfléchir, de clarifier les choses et de garder l'attention des uns et des autres et de machin, ça c'est compliqué. Mais si je suis en train de préparer un cours par exemple et que vraiment je suis prise dans ma réflexion, là j'ai pas du tout envie d'aller manger parce que effectivement voilà, il n'y a aucun besoin qui apparaît, exactement comme en randonnée. Après il se trouve que le travail que je fais, la moitié de mon travail c'est quand même être en classe et là, je me rends compte que quand ça commence à devenir difficile, là, je vais aller chercher du sucre et du gras. C'est vraiment, et on se rend compte à quel point c'est pas un besoin, c'est un besoin psychologique aussi. Il va falloir y aller et j'ai besoin d'avoir une satisfaction avant parce que sinon ça va être difficile. Mais il y a ce ralentissement, tu vois. Ouais. Moi, je suis speed, je pense que ça s'entend et que ça se voit. Je suis quelqu'un de très speed et du coup, ce ralentissement, je sais qu'il me faut plusieurs jours pour m'y installer et pour l'apprécier. Parce que, alors je suis speed, mais j'avais un papa qui était très speed aussi et être lent, c'était mal. Donc, il faut vraiment du temps avant de voir les bénéfices. Enfin, les bénéfices, c'est un peu... on reste dans ce truc très capitaliste, mais ce bienfait d'être dans une forme de lenteur qui n'est pas effectivement inefficace. C'est un autre type d'efficacité.
Et depuis que déficience. Ouais. Depuis que tu jeûnes, est-ce que tu t'acceptes parfois de sauter des repas oui. si tu n'as pas faim? Oui. Et avant, tu le faisais ou pas forcément? Non, je le faisais pas. Non, pas du tout. Ouais. Moi aussi, j'ai ce truc-là de pas m'obliger à manger s'il est midi, si j'ai pas faim. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que tu penses que jeûner, c'est un gain de liberté ou c'est se restreindre peut-être temporairement pour un gain à long terme? Qu'est-ce que tu penses du côté de cette liberté-là? Alors, moi, je pense vraiment que la question de la liberté, elle est vraiment réinterrogée par cette expérience-là, à plein de niveaux. Au niveau, effectivement, de notre rapport à la nourriture, au temps, au rythme d'une journée, etc., on peut se dire, oui, je peux arrêter de manger, je ne vais pas mourir, donc j'ai plus cette dépendance terrible de attention, il y a vraiment cette idée de, en fait, je peux manger quand j'ai faim, et si j'ai un peu faim mais que ce n'est pas le moment, je peux ne pas manger. En tout cas, il y a un gain de puissance. C'est-à-dire vraiment la liberté comme puissance au sens de mes puissances sont disponibles et elles ne vont pas être restreintes, supprimées ou dépendantes d'autre chose. Il y a aussi un gain de liberté au sens de... c'est le titre, alors je ne sais pas si je serais, fidèle à ce qu'il y a dans le chapitre, parce que je ne me souviens plus très bien, mais c'est le titre de décoloniser l'imaginaire. Il y a aussi une forme de décolonisation de l'esprit quand on jeûne, parce que ça nous fait faire un pas de côté. Et effectivement, parfois, alors pour le premier jeûne, quand on s'attend à avoir de nouvelles idées, etc., l'esprit très clair, parfois on est un peu déçu parce qu'on se dit, en fait, je pense à rien, ou je sais pas. Mais en fait, penser à rien, ça fait une sacrée différence à je pense tout le temps, et en fait, je pense tout le temps la même chose. Ou je pense à. Je pense à ce que j'ai à faire, je pense à mon retard, je pense à... Et qui nous occupe beaucoup et qui finalement... d'ailleurs, qui nous occupe beaucoup. C'est de l'occupation, c'est presque de l'invasion. On pourrait rester dans un truc un peu militaire, comme ça. Et il y a une forme de libération, de faire un peu le tri. On n'a plus ce petit vélo dans la tête qui est tout le temps en train de... On n'est plus ce hamster en train de courir dans sa roue. Et il y a une forme de libération. Et la liberté, c'est avoir un espace aussi. C'est-à-dire un espace pour penser. Si on pense tout le temps, c'est que les pensées, elles sont déjà là et qu'il n'y a pas d'espace. Et ce ralentissement et cette clarification, c'est pas à tout à coup avoir les idées claires, c'est avoir un peu de clarté pour avoir des idées. Elles vont peut-être pas venir tout de suite, mais on fait du ménage. Et ça, on fait du ménage dans le corps, on fait du ménage dans l'esprit. On le dit dans le livre, on est moniste, c'est-à-dire qu'on pense que on n'est pas dans cette idée qu'il y a le corps d'un côté et l'esprit de l'autre, un esprit qui aurait un pouvoir sur le corps. C'est pour ça que, par exemple, les gens qui sont anorexiques, il faut pas qu'ils jeûnent, parce qu'on est vraiment dans une scission entre corps et esprit. Alors, ça nous vient de Descartes, qui a... c'est je pense donc je suis, qui fait partie, je dois être le top 1 dans le top 50 des slogans philosophiques, pas forcément toujours bien compris d'ailleurs. Je prends le temps d'expliquer un petit peu, ouais. Donc il y a vraiment, pour Descartes, dans sa réflexion, dans ce doute méthodique pour essayer de trouver une vérité fondamentale pour construire les sciences dessus, il y a une séparation du corps et de l'esprit, puisqu'il peut douter de l'existence du corps. Après tout, je suis peut-être en train de rêver que je suis à cet endroit-là, en train de faire ça. Peut-être même qu'il y a une sorte de malin génie, un esprit trompeur qui me fait croire que j'existe alors que j'existe pas, que j'ai un corps, que je suis là, etc. Puis il se dit, oui, mais quand même, si je doute, si je désire, si je me trompe, c'est que j'existe. Mais comme j'ai douté de l'existence du monde, de mon corps, etc., eh bien, qu'est-ce que je suis ? Une chose qui pense. Et donc, le point de départ, c'est ça, c'est je suis une chose qui pense, je suis un esprit, une chose pensante. Alors, c'est facile de penser qu'il y a d'un côté le corps et de l'autre côté l'esprit.
Et ça nous vient de Descartes. Hein. L'esprit est strictement spirituel, il n'a rien de matériel. Le corps, c'est de la matière. Hein, et ça a amené aussi au côté les animaux-machines. Là, le corps, c'est de la matérialité. Les sciences et même la médecine occidentale se sont fondées là-dessus. Et donc on estime que ce dualisme cartésien, ça a donné un peu tous les problèmes, plein de problèmes qu'on a aujourd'hui de séparation. Après, c'est pas très sympa pour Descartes parce que d'emblée, il dit oui, mais bon, l'union du corps et de l'esprit, elle est indissociable, c'est comme si c'était une seule chose. Mais il part du dualisme. Spinoza, qui est du XVIIe siècle aussi, lui, il va être moniste, donc c'est pas deux substances, mais une seule substance, corps-esprit. Et nous, on est plutôt de cette idée-là que c'est deux modalités de la même substance, donc l'esprit serait l'idée du corps, le corps, la matière de l'esprit, mais en même temps, c'est la même chose. Et donc, effectivement, clarifier, permettre au corps de s'alléger, de faire le ménage, et ça fait le ménage dans l'esprit aussi, les deux vont ensemble, quoi. Et donc, effectivement, il y a un gain de liberté, et ça peut paraître fou, mais se libérer des toxines, etc., et laisser le corps se reposer et faire son job, ça clarifie l'esprit. Et donc ça nous libère de ce qui est mauvais pour le corps et pour l'esprit en même temps. En fait, c'est d'un seul geste. Et cette vision de dualisme corps-esprit, elle a des effets négatifs selon toi, de voir ça comme ça? Oui, moi il me semble que dans notre monde occidental moderne, on aime bien séparer, et une fois qu'on a séparé, hiérarchiser. Donc le corps et l'esprit, c'est pas pareil. Il y a la matière d'un côté et l'esprit de l'autre. L'esprit est au-dessus et doit décider. Et donc on doit imposer une discipline au corps, par exemple. Par exemple, ne pas manger, ça pourrait être montrer sa puissance, la puissance de sa volonté sur le corps. C'est pas du tout comme ça que, en tout cas, nous, on a envisagé le jeûne, et je pense que tu es pareil, c'est pas l'idée d'imposer quelque chose au corps, mais plutôt, en fait, de le laisser enfin s'exprimer. On a développé dans le livre l'idée d'un corps critique. On parle beaucoup d'esprit critique, comme si le corps, c'était que de la matière qui pense pas, entre guillemets. Alors certes, la matière ne pense pas, mais en fait, si le corps et l'esprit, c'est une seule chose, quand le corps nous fait sentir quelque chose, c'est une idée. Et donc on peut lui faire confiance pour avoir une vision critique des choses. Et effectivement, tu disais que tu étais plus efficace en travaillant quand tu n'as pas mangé que quand tu as trop mangé. Il y a cette idée que le corps exprime quelles sont les conditions optimales pour penser, par exemple. Et penser que le corps doit être soumis à l'esprit, c'est un dualisme déjà qui considère qu'on n'a rien à apprendre du corps, qu'il ne faut pas l'écouter. Qu'il ne faut pas écouter lorsque, je ne sais pas, moi je suis en train de parler avec quelqu'un et je sens dans mon corps que je le sens pas, je ne sens pas cette personne, que je suis pas à l'aise, etc. Mais en même temps, les mots qu'elle prononce, etc., je me dis non, mais quand même, les idées, il faut que... Et je me fais violence pour rester en contact avec cette personne, parce que cette personne, ce qu'elle dit m'a l'air bien, m'a l'air rationnel, etc. Je ne fais pas confiance à mon corps, je me sépare en fait, corps-esprit, et peut-être que je peux accepter de me retrouver dans une situation, une relation qui peut devenir toxique, par exemple. Et toxique psychiquement. Mon corps le sentait, mais je ne l'ai pas écouté. Parce que je me disais, non, mais c'est pas rationnel. Vouloir absolument être que rationnel. Si on croit que ce qui est vraiment humain, c'est la rationalité, et que donc il ne faut que suivre une certaine logique et ne pas écouter la sensibilité, parce que ça, c'est pas rationnel, c'est se couper en deux et prendre des risques, en fait, parce que notre corps, la sensibilité, c'est quand même pas rien. On sent plein de choses qu'effectivement on ne peut peut-être pas expliquer rationnellement, mais qui ont une importance, quoi.
Je crois. Donc c'est ça, cette idée de corps critique, c'est que le corps peut nous montrer, peut ressentir des choses que l'esprit ne saura pas identifier forcément. Si l'esprit ne pense pas tout ce que nous donne le corps avec confiance, mais veut imposer des idées qui seraient que spirituelles, enfin que rationnelles, là il y a un danger, me semble-t-il. Et notre société est fondée là-dessus. On va... l'école, prenons l'école. On va prendre des jeunes gens qui sont pleins d'énergie, pleins de désir d'expérimenter des choses, pleins de désir de faire, de bouger, etc. Et on va les visser à une chaise. Et on voit, ils ont envie de se balancer, on leur dit qu'il ne faut pas se balancer parce que c'est dangereux, etc. On va les visser à une chaise pour leur apprendre tout un tas de choses qui sont quoi ? Qui sont le résultat des expériences. Mais vous ne faites pas l'expérience. Nous, on sait, on va vous apprendre. Apprenez. Il faut connaître. Restez vissés sur votre chaise. Vous bougerez après. Mais c'est maintenant. C'est maintenant qu'ils sont pleins de cette énergie pour expérimenter, qu'ils sont prêts à penser plein de choses. Ne grimpe pas à l'arbre, tu risques de tomber. Et quand ils pourront avoir le droit de grimper à l'arbre, ils auront déjà tellement absorbé que c'est dangereux qu'ils ne feront pas l'expérience. Ouais, c'est ça qui m'embête. Et pareil pour le travail. On va... oh là là, mais dormir, franchement, dormir. Alors qu'on pourrait faire tellement de choses. Donc on ne va pas dormir. Mais dormir, c'est mauvais pour le corps. Et si on ne dort pas bien, c'est mauvais pour l'esprit aussi. C'est mauvais pour la personne. Et du coup, on est vraiment dans une société qui a posé les choses comme ça. Et puis, évidemment, ceux qui travaillent avec leur esprit vont gagner plus, vont être plus... et ceux qui travaillent avec leur corps, comme si on n'était pas des gens qui avaient et un corps et un esprit. Les deux, quoi. On est les deux. Et moi, je pense pas qu'on pense bien quand on n'utilise jamais son corps, quand on danse pas. C'est bizarre, hein, mais je crois que cette fluidité, voilà, la danse, il y a une fluidité dans le corps qui permet aussi que ça bouge dans l'esprit. Tu as parlé de l'éducation, je trouve que ce point est intéressant. Aujourd'hui, on enseigne beaucoup de théorique, pas trop de pratique, pas trop d'expérience. Qu'est-ce qu'on rate à juste faire de la théorie ? J'ai presque envie de dire tout. La théorie, c'est un résultat. Et la pratique, c'est une manière, c'est même pas d'incorporer la théorie, c'est une manière, j'ai envie de dire, d'inventer la théorie. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que Pascal, je ne sais plus, vers l'âge de 7 ans, a redémontré tous les axiomes d'Euclide, ou redécouvert tous les axiomes d'Euclide. Alors, je ne sais pas, j'ai peut-être des bêtises, mais... Et cette idée de quelqu'un qui va expérimenter, il va arriver au même résultat ? Oui, mais ce sera son résultat. Ça aurait été pensé de bout en bout. On sait pourquoi cette théorie, elle est bonne. Quand on n'apprend que la théorie, en fait, on croit. On est vraiment dans je crois qu'on est vraiment dans une croyance. Ça fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit en classe dans la distinction savoir-croyance. Je viens à mettre un petit peu parce que c'est mon boulot en tant que professeur de philosophie, de mettre de la problématique, d'inquiéter un petit peu les certitudes. Parfois on se dit la croyance c'est du côté de la religion ou de la naïveté, ça c'est de la croyance, et puis le savoir c'est du côté de la science. Moi je veux bien, et bien sûr que la science produit du savoir, mais quand moi je dis que l'univers, que voilà, il n'est pas géocentrique mais héliocentrique, pour moi c'est une pure croyance. Je ne dis pas que c'est une croyance que l'univers est héliocentrique. Moi je le crois parce qu'en fait je serais incapable de le démontrer. Absolument incapable. Toutes les expériences que je fais, c'est le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest, je sens pas le vent de la terre qui tourne. Moi, l'expérience que j'ai, c'est pas ça. Et j'ai une telle foi dans la science que je n'écoute pas mon expérience et que je dis, oui, l'univers en tout cas, la Terre tourne autour du Soleil. Je sais pas si l'univers est héliocentrique, je pense qu'on a déjà passé à autre chose, mais la Terre tourne autour du Soleil. Et je le crois fermement parce que je suis convaincue que les scientifiques, eux, ont des preuves. Mais moi, je suis dans une relation de croyance. Et à l'école, on me demande de croire.
tout ce qu'on nous explique parce qu'il y a des scientifiques, etc., qui ont produit. Et je fais confiance à l'école, bien sûr. Mais je crois que aussi, et ça c'est une certitude plus intime, que il y a tout un tas, et puis c'est des choses aussi que développe Rousseau dans l'Émile, il y a tout un tas de choses, de conclusions auxquelles on peut arriver par soi-même, et là, en fait, ça s'ancre en nous de manière beaucoup plus juste déjà, en termes de justesse, parce qu'on en a fait l'expérience, et plus efficace, parce que c'est pas, voilà, on n'a pas la tête farcie d'idées auxquelles on doit croire aussi. Il y a cette idée qu'on doit y croire. Et je trouve ça un petit peu dommage. On y perd beaucoup. Parce qu'on y perd aussi la confiance dans son corps, la confiance... L'école amène beaucoup aussi dans cette hiérarchie. J'ai été bon à l'école, donc je peux m'exprimer. J'ai été pas bon à l'école, donc je vais pas avoir confiance en moi. Donc s'il y a un expert qui parle, je vais le laisser parler. Même si en moi, je sens que je suis pas d'accord, je saurais pas m'exprimer, etc. Et c'est triste, quoi. Et puis même pour faire société, c'est dommage. Carrément, je suis d'accord avec toi sur ce point. Et je pense quand même qu'il faut trouver un équilibre. Ah ben bien sûr. La théorie permet de faire un raccourci, en quelque sorte. Parce qu'on ne pourrait pas avoir autant de connaissances. On n'a pas assez de temps dans notre vie. C'est impossible. Pour tout expérimenter par nous-mêmes. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a vraiment cette idée que l'humanité accumule des connaissances et que un individu, fût-il Pascal, ne peut pas tout redécouvrir tout seul, c'est absolument impossible. Ce qui me pose problème, et c'est dans l'idée d'éducation, c'est que par exemple, on s'est dit c'est quand même bien de faire des expériences, etc. Et qu'est-ce qu'on fait faire? C'est des fausses expériences aux élèves, c'est-à-dire imaginez que vous êtes dans cette situation-là et mais ils ne sont jamais dans cette situation-là. C'est plutôt cette... Je vais dire un truc horrible, mais cette humiliation du corps qui fait qu'on se dit, oubliez que vous avez un corps pendant 8 heures par jour, parfois 9 heures. Au lycée, on peut avoir cours de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures avec 1 heure pour manger, 9 heures dans la journée à être assis. C'est une humiliation du corps terrible. C'est dire, oubliez que vous avez un corps, comme si ça ne servait à rien. Et ça, je trouve que c'est terrible. C'est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire que on va apprendre tout au long de sa vie, et il y a parfois des théories qui nous font vraiment penser, etc. Bien sûr, heureusement qu'on peut transmettre des choses, mais alors c'est une expérience que j'ai en tant que professeur. Les classes dans lesquelles faire cours est le plus facile et où ils ont le plus d'avidité à apprendre des nouvelles théories, c'est des classes dans lesquelles on a des élèves qui font du sport, qui font de la musique, qui font parfois les deux. Et on se dit, mais quand est-ce qu'ils ont le temps de faire leurs devoirs? Ils font aussi leurs devoirs. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me semble qu'ils vont plus vite à l'idée, parce qu'ils ont l'habitude de penser autrement. Parce qu'évidemment qu'on pense aussi quand on fait du sport, évidemment qu'on pense aussi quand on fait de la musique. Mais on s'y prend autrement, et tout leur être est davantage sollicité dans leur réflexion. Ils ont une avidité à apprendre. Parce que apprendre, c'est pas seulement apprendre des idées, c'est apprendre à faire par ailleurs. C'est plutôt de ce côté-là que je vais. Ce qui me gêne, c'est pas que on enseigne des théories. Tu as complètement raison. Si on faisait pas ça, on n'avancerait pas. On n'aurait pas le temps de créer des choses nouvelles, des idées nouvelles. C'est plutôt que pour cela, on va sacrifier des générations entières à les visser sur leur chaise. Il va falloir qu'ils apprennent par eux-mêmes contre l'école presque. Qu'ils désapprennent pour apprendre, parfois. C'est un truc... ça y est, j'ai encore oublié son nom. Je suis très nulle pour les noms. Le jardinier qui a fait le jardin Citroën, par exemple, qui a fait aussi à Lille ce jardin vers la place François Mitterrand, là, près de Ralil, qui a écrit Le jardin en mouvement. Il dit que il a fait des études de jardinage, de botanique, etc. Et que pour devenir le jardinier qu'il est, il a fallu qu'il désapprenne, notamment qu'il apprenne à ne plus tuer
mais à voir comment les plantes s'organisent entre elles, etc. Et j'ai parfois l'impression que voilà, il y a un moment où pour grandir, il va falloir désapprendre ce qu'on a appris à l'école. Et je trouve ça un petit peu dommage. L'école pourrait permettre un peu plus. Mais voilà, on veut enseigner à beaucoup d'élèves en même temps, avec le moins de profs possible. Enfin voilà, on est dans d'autres... Je me doute bien qu'au lycée, tu as un programme à suivre. Mais est-ce que tu essayes quand même de faire expérimenter tes élèves? Alors oui, j'essaye par des exercices de groupe où ils discutent entre eux, etc. Même si c'est des discussions, mais par exemple, je ne sais pas moi, sur les questions morales, évidemment que je leur fais cours, je leur parle de Kant, du devoir, machin, etc. Mais je les mets aussi dans des situations où je leur dis, bon ben voilà, vous avez cette situation morale-là, et je leur demande d'en discuter pour des raisons politiques aussi, enfin pour des réflexions politiques. Alors évidemment, je leur demande de s'imaginer sur une île déserte où ils sont que eux. Je ne peux pas les mettre sur une île déserte. Ça, c'est pas possible. Mais voilà, je leur demande de s'organiser, puis après, je leur apporte des complications où ils sont obligés de penser des choses et puis ils se rendent compte qu'ils sont pas forcément d'accord. Mais c'est pas une véritable expérimentation en live. Mais au moins, ils en discutent entre eux. C'est pas juste une descendant. Mais voilà. Après, à partir de là, il y a une vraie réflexion qui peut se faire, et ce que je leur amène comme connaissance, alors évidemment, c'est pas du savoir scientifique, c'est du savoir comment tel auteur a pensé les choses, et puis des arguments logiques, etc. Là, il y a davantage d'écho parce que eux ont commencé à réfléchir. Bon, après, il faut voir. Mais souvent, dans mes anciens élèves, où je leur fais faire ce que j'appelle qu'on appelle, c'est pas moi qui ai inventé ça, des colloques des philosophes, où je leur donne des textes de philosophes dans des groupes différents, et après ils doivent discuter ensemble comme s'ils étaient les philosophes. Donc ça les oblige à, parfois ils sont pas tout à fait d'accord, mais ça les oblige à penser comme s'ils étaient le philosophe. Et souvent, dans mes anciens élèves, c'est ce qui leur reste, ces exercices de groupe en fait. Tout ce que je leur ai appris, ça passe dans le vent. En revanche, ce qu'ils ont produit par eux-mêmes, là, alors peut-être que le cours, etc., les a nourris certainement, mais ce qui laisse des traces, c'est quand eux ont pensé. Ok, très bien. Mais j'arrive pas à faire ça tout le temps. Ouais, je me doute. Parce que j'ai tellement de choses à leur dire pour qu'ils puissent passer le bac. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, on va mesurer leurs connaissances. On pourrait pas faire autrement. Alors, je sais pas, si, il y a sûrement des moyens de faire autrement, il y a des choses, des pédagogies alternatives qui existent, mais après, moi, je maîtrise pas ça. Et puis, je suis professeure dans l'éducation nationale, je fais comme on me demande de faire. J'essaye de mettre du jeu, mais voilà, la liberté, moi, je pense que c'est dans ce jeu, dans cette distance. C'est pour ça que le jeûne, c'est intéressant, parce que ça met du jeu, ça nous décale un petit peu. Et ce décalage, ça permet ce courant d'air qu'on pourrait appeler la liberté. Ok, je vois. Est-ce que tu as d'autres pratiques, d'autres disciplines que le jeûne qui méritent de plus de discussions, de plus de nuances selon toi? Par exemple, de l'ostéopathie ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par plus de nuances? Dans la vision qu'on en a? Oui, dans la vision qu'on en a, quelque chose qui est mal jugé. Ah oui, alors l'ostéopathie, je pense qu'effectivement... alors, c'est vrai que c'est quelque chose de complexe, parce que quand on va voir 5 ostéopathes, on a 5 pratiques différentes. Donc déjà, on peut se dire, et je pense qu'on va en voir 200, on aura 200 pratiques différentes, parce que ça dépend beaucoup de leur sensibilité aussi, et puis de ce qu'on vient chercher. Certains on pense que c'est de la magie ou que c'est du n'importe quoi. D'expérience, je suis allée voir des ostéopathes où j'ai pas eu l'impression qu'il se passait grand-chose. Il y en a un que j'ai vu pendant plus d'1 an, je le voyais 1 fois par mois, et j'ai senti que sur du long terme, il s'était passé beaucoup de choses. Alors parfois, pour vraiment des questions très pratico-pratiques, j'ai mal là, ou j'ai du mal à déglutir, ou que sais-je, et parfois en une séance, bim, c'était réglé. Mais aussi pour des raisons émotionnelles,
vraiment de rigidité émotionnelle, et puis tout à coup, enfin pas tout à coup justement, sur du long terme, il y a de la fluidité qui s'est installée, et je trouvais ça vraiment intéressant. Moi, a priori, l'ostéopathie, alors voilà, moi je partais avec plutôt un a priori plutôt positif. J'avais un a priori positif pour l'ostéopathie parce que c'est une démarche holistique, une démarche qui va prendre tout le corps. Et quand je dis j'ai mal là, on va pas juste regarder là, ce qui me paraît d'ailleurs d'une grande logique, parce que dans notre corps, tout est lié, quoi. Et qui va vraiment essayer de voir, de considérer le corps dans son entier. Et justement parce que je suis moniste aussi, j'aime bien qu'on me découpe pas en morceaux. Ou qu'on considère pas que ah non mais ça c'est mécanique, c'est que là. Ce qui m'empêche pas d'aller chez le médecin. C'est pas, je pense pas que ce soit ésotérique en réalité. Je pense que c'est une autre manière de faire, et je trouve dommage effectivement que tant de gens considèrent que c'est du grand n'importe quoi. Après, je crois que c'est comme aller chercher un psy. Il faut trouver aussi le praticien dont la pratique va entrer en résonance avec notre attente et puis notre problématique, même si on ne la connaît pas toujours, la problématique corporelle avec laquelle on vient, quoi. Merci beaucoup d'avoir partagé ton avis, puisque je demande ça à chaque intervenant pour finalement me donner des idées de futurs domaines à explorer. Ouais. Parce que c'est ce que je me rends compte que j'aime faire ça, essayer d'aller vers quelque chose qui est jugé négativement généralement, pour essayer de comprendre pourquoi. Et alors toi, en tant qu'étudiant en médecine, c'est peut-être assez inattendu, de voir justement cette ouverture à des choses. En général, chez les médecins, c'est pas forcément ce qu'on entend le plus. Oui, justement, j'allais te dire oui et non, parce que c'est quelque chose qui manque. C'est quelque chose qui manque, donc j'ai envie de contrecarrer cette tendance à être fermé et vraiment rester sur la médecine. Parce que c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui fonctionnent très bien, et on découvre même au fil des années, il y a des choses qui, il y a 10 ans, on disait que ça ne marchait pas, aujourd'hui on dit que ça fonctionne. C'est le cas de la méditation par exemple. Donc je sais que je suis très cartésien, mais je trouve que c'est scientifique de dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer à l'heure actuelle. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais les mesurer. Voilà, peut-être qu'un jour on saura pourquoi. Mais donc il ne faut pas se fermer des portes. Il y a des choses qui fonctionnent et on ne peut pas l'expliquer. Mais donc j'aimerais me faire un avis sur plusieurs disciplines comme ça, même sur des choses un petit peu plus ésotériques pour comprendre, savoir si ça a vraiment un intérêt, moi plus tard dans ma pratique en tant que médecin. Après, moi, je m'arrête sur l'expression d'effet placebo. Il y en a qui me disent ouais, mais de toute façon c'est n'importe quoi, c'est un effet placebo. Moi je trouve ça génial, l'effet placebo. Oui, l'effet placebo, c'est un effet. Il y en a qui me disent l'homéopathie, il n'y a rien dedans, c'est ridicule, etc. Oui, mais si moi, juste avec de l'eau et du sucre, si vraiment il n'y a rien dedans, et encore, manifestement quand même, il y a des trucs, ça fonctionne, tant mieux. C'est quand même mieux si c'est juste rien qui me fait aller mieux que si c'est un traitement lourd qui va tuer mes cellules en même temps que tuer le mal, quoi. Et je me dis, fantastique. Ouais. Donnez-moi un effet placebo du moment que ça marche. C'est hyper bénéfique. Et carrément, c'est un effet qu'on devrait utiliser. Par exemple, quand on n'a pas de traitement pour quelqu'un, moi je pense que ce serait bien de lui donner quand même un truc, juste une capsule vide, ça pourrait fonctionner pour avoir un effet de placebo, quoi. Parce que déjà, ce serait la reconnaissance, qui est quelque chose qui est ressenti. Oui. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Quand on arrive chez le médecin, qu'on se dit j'ai ça, etc., et qu'on dit oui, mais bon, il n'y a rien. Je dis mais il n'y a pas rien. Cette douleur, elle existe, cette gêne, elle existe. Dire il n'y a rien, c'est nier le ressenti, c'est terrible. Ouais. Et effectivement, si
avoir cette écoute, et je crois que la moitié du travail du médecin, c'est d'être dans l'écoute de son patient, ou en tout cas, oui, je pense que c'est vraiment important d'être dans cette écoute-là, parce qu'il y a plein de patients, en tout cas, qui vont chez le médecin pour être entendus, pour être écoutés dans leur mal-être. Le prendre en considération, je pense que c'est déjà la moitié aussi de l'efficacité du traitement. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal si on me dit « Ah, vous prendrez ceci, 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 cela ». Si on ne m'a pas expliqué ce que j'ai, j'avoue que je pars avec ma prescription, je ne prends pas les médicaments. J'ai vraiment besoin, moi, de comprendre. Une fois que j'ai compris ce que j'ai, la question, c'est bon, est-ce que, du coup, sachant ce que j'ai, je peux attendre que ça se guérisse tout seul, ou est-ce qu'il faut que je prenne les médicaments ? Moi, j'avoue que j'ai vraiment besoin de ce truc-là. Mais tant que je ne sais pas ce que j'ai, je ne me sens pas bien, et donc je ne guéris pas, ça c'est sûr. Je pense que certains médecins manquent parfois de cette communication, mais à l'avenir, ça devrait être plus simple, parce qu'avec les évolutions technologiques, l'intelligence artificielle, tout ce qui est technique va être sur le côté, et on va servir seulement entre guillemets, à discuter, à expliquer, et ça c'est, je pense, pour le mieux. Il faut que vous ayez des connaissances aussi, parce que l'intelligence artificielle, elle s'éduque avec le tout venant, hein. C'est pas non plus que... Il faut l'entretenir aussi. Oui, il faut faire attention. Elle peut inventer des choses aussi, elle. Oui. Mais il faut amener des connaissances à l'intelligence artificielle quand même. Donc oui, les chercheurs sont toujours utiles, je pense, par exemple. Et puis, l'air de rien, aller voir par exemple un ostéo, ça, c'est pas la même chose qu'aller voir un kiné. Et on peut avoir besoin des deux. De la même manière, on va voir... et pour le jeûne, c'est pareil. Je trouve ça dommage que des médecins... alors, encore une fois, avec la naissance de l'Académie médicale du jeûne, c'est en train de changer. Mais que des médecins disent que c'est n'importe quoi, que ça ne va pas, alors qu'à l'origine, c'est que ton médicament soit ton aliment et que ton aliment soit ton médicament. C'était ça le truc de départ. Évidemment que c'est d'abord ce qu'on mange et ce qu'on boit, ce qu'on ingère, c'est ce qui va nous constituer. Donc évidemment qu'il faut avoir une attention à ça, et que manger ceci plutôt que cela, beaucoup, pas beaucoup, avoir des moments de pause ou ne pas en avoir, ça change tout. C'est vraiment, ça change vraiment tout, je pense. Et puis, ça nous fait penser différemment. Et ça, c'est magique. Ouais. Non, c'est pas magique en fait, c'est rationnel. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui souhaite commencer un jeûne ? Alors oui, j'aurais comme premier conseil d'aller jeter un œil à ce documentaire, et ça y est, c'est Thierry de l'Estrade, non j'ai le nom complet, hein, ça finit par arriver, pour un peu avoir des idées, peut-être aller lire des choses dessus. Il y a plein de livres qui existent sur le jeûne, pour voir vraiment sa motivation. Et moi je conseillerais, alors c'est vrai qu'il faut payer pour aller faire un stage de jeûne. Alors vraiment préférez aller dans un centre agréé FFJR, donc Fédération francophone de jeûne et randonnée, pour être accompagné par des gens qui ont l'habitude de jeûner. S'assurer, si on va dans un truc de jeûne, que effectivement les gens qui accompagnent ont jeûné, parce qu'il y a des trucs qui se sont ouverts un peu partout quand c'est devenu à la mode, et il y a des gens qui font jeûner d'autres personnes sans avoir jamais jeûné eux-mêmes. Ça me paraît vraiment problématique. Mais être accompagné et être entouré de gens qui font la même chose, c'est un vrai soutien. Et puis surtout, ça nous permet aussi d'expérimenter les autres dimensions du jeûne, qui ne sont pas juste de arrêter de manger, mais aussi de partager là-dessus, de voir sur les autres ce que ça produit, de ralentir ensemble. On rentre aussi beaucoup dans un partage aussi, on va dire de cœur à cœur. On s'intéresse moins à ce que fait l'autre comme boulot, etc. C'est vraiment, tiens, il y a une personne en face de moi qui est en train de vivre la même épreuve. Alors, épreuve non pas au sens où ce serait terrible, mais au sens où on éprouve quelque chose, et on l'éprouve ensemble, 24 heures sur 24. Ouais, moi c'est ça le conseil que je donnerais, vraiment, de faire ça ensemble. Parce qu'il y a aussi cette dimension politique, au sens de on vit une expérience ensemble, et ça va nous faire grandir ensemble.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de dire sur le jeûne que je n'aurais pas abordé? Quelque chose que j'aime bien, c'est cette idée de lâcher la maîtrise. C'est-à-dire que se déprendre un peu lâcher la laisse. Voilà, je donne cet exemple dans le livre de quand on tient son chien en laisse, on croit qu'on est le maître et qu'il est dominé puisque c'est nous qui tenons la laisse. Sauf qu'on ne peut pas promener un chien en laisse si on n'est pas aussi accroché à la laisse. Donc en fait, c'est une dépendance mutuelle. Et de la même manière, je crois que quand on jeûne, on finit par renoncer à cette maîtrise de tout. Maîtriser, on est beaucoup dans cette idée du contrôle, de la maîtrise, et on peut croire quand on va jeûner qu'on va maîtriser, c'est-à-dire que l'esprit va maîtriser le corps et qu'on va arrêter de manger, qu'on va imposer quelque chose, alors qu'en réalité, évidemment, le ralentissement du corps va entraîner un ralentissement de l'esprit, et on voit au contraire que les deux se rejoignent, et il s'agit de se déprendre de ses habitudes, de ses fausses croyances, etc., pour laisser la place, on pourrait se dire on se vide, en fait on laisse du jeu et on voit que le corps pourvoit à tout un tas de choses et on peut s'ouvrir à autre chose. Il y a vraiment cette idée de liberté. Alors c'est pas un laisser aller, c'est pas laisser les autres penser pour nous, parce qu'en réalité c'est quand on est dans la maîtrise qu'on laisse les autres penser pour nous, parce qu'on croit qu'on doit tout maîtriser, qu'on croit qu'on doit aller vite, qu'on croit qu'on doit faire mieux, qu'on est toujours en train de se comparer, etc. Là on se déprend de ces modes de pensée. C'est pour ça que c'est une expérience philosophique. On peut faire ça autrement, par la méditation, par le yoga, etc. Je suis certaine qu'il y a plein de pratiques qui permettent de faire cette expérience-là. Ce qui est intéressant dans le jeûne, c'est qu'en une semaine, on a une sorte de précipité d'expérience. Tout à coup, ça va très vite, en fait, où il y a ce décalage qui se fait et où on découvre des choses. Une sorte de dévoilement comme ça, et qu'on se met à penser par soi-même. À penser par soi-même parce que le corps change aussi d'habitude. Selon toi, il y a plusieurs méthodes, plusieurs choses qui permettent d'expérimenter philosophiquement. C'est quoi le point commun entre ces méthodes? Je pense qu'une expérience philosophique, c'est une expérience de pensée qu'on fait vraiment en son nom propre, en première personne. Voilà. Évidemment, quand je lis un livre de philosophie, j'ai les résultats de ce qu'un auteur a pensé par lui-même. Il arrive qu'en lisant, je sois tellement prise dans l'expérience de pensée que je pense moi aussi ces choses-là et que ça laisse des marques durables en moi. Ça modifie ma pensée. Ça arrive. J'ai fait des études de philosophie, il y a beaucoup de livres de philosophie que j'ai lus où il a fallu que j'apprenne par cœur, etc. Parce qu'en fait, ça ne me modifiait pas. Quand quelque chose te modifie, en fait, tu n'as pas besoin de venir y retourner. Ça t'a modifié. Donc, une expérience de pensée, c'est une véritable expérience. C'est-à-dire corps et âme. C'est-à-dire que ça te modifie, ça modifie ton corps puisque ça modifie ton cerveau, ta manière de penser. Quelqu'un qui fait du yoga depuis des années, je suis certaine que ça modifie aussi ce qu'il est. La méditation, ça a l'air d'être d'une efficacité redoutable. Moi, je suis incapable de me poser. Arrêter de manger, ça me pose de fait puisque j'ai plus l'énergie pour courir partout. Je suis plus une balle élastique là qui rebondit dans tous les sens. Ça modifie complètement les choses. Et du coup, je peux expérimenter un autre mode d'être. Ça, je peux l'avoir lu, mais je ne sais pas ce que c'est. Là, je peux l'expérimenter. C'est ça que je veux dire. Et évidemment, il y a des gens, Descartes dans son bureau qui fait son doute hyperbolique, il est dans son expérience. Moi, quand je le lis, je me dis « Ah oui, d'accord, etc. » Je peux faire l'expérience de penser avec lui, mais c'est lui qui l'a faite en première personne. Peut-être que ça va me modifier et là j'aurais fait cette expérience, peut-être que ça va pas me modifier et que c'est juste une connaissance que j'ai apprise. Et donc
le jeûne, ça peut permettre de comprendre qu'en fait, il y a des expériences qu'on fait qui nous modifient, enfin des expériences de pensée qui nous modifient radicalement. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Oui, ça répond bien. Bon, bah c'est cool. Peut-être que tu peux parler un peu du livre. En fait, c'est un livre qu'on a écrit d'abord parce que, par notre formation philosophique, évidemment, l'expérience qu'on a faite du jeûne prenait une dimension philosophique qui nous intéressait. Et donc, on s'est dit, il faut partager ça parce que sur le jeûne, il y a plein de livres qui sortent, mais en général, c'est plutôt du côté bien-être. Alors, c'est très bien, hein, il n'y a pas de... ou éventuellement médical, et c'est extrêmement intéressant, mais on se disait que c'était une dimension que certainement des gens pouvaient éprouver, mais qui n'avaient pas forcément le vocabulaire, etc., et que ça nous permettait de donner la possibilité d'avoir une perspective un peu différente et d'enrichir l'expérience pour ceux que ça intéresse. Bon, c'est un livre qui est quand même, peut-être que tu peux confirmer puisque tu l'as lu, c'est un livre qui est quand même accessible, qu'on peut lire. Alors c'est des courts chapitres, donc on peut vraiment le lire dans le désordre. Il y a un certain ordre, on a pensé dans un certain ordre, mais ça peut se lire dans le désordre. On peut juste lire un chapitre qui fait, 5-6 pages, 8 pages, et puis se contenter de ça, et puis revenir plus tard à un autre moment. Et c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de venir... à partir d'une expérience, venir l'interroger et donner peut-être des clés pour ouvrir de nouvelles petites portes ou des fenêtres pour faire entrer un peu d'air et un peu de réflexion différente. Donc c'est pas un livre de philosophie à proprement parler, c'est pas un livre sur le jeûne à proprement parler parce qu'on dit pratiquement rien sur les effets physiologiques, etc. Mais c'est la rencontre des deux et je crois que c'est le seul pour l'instant qui existe là-dessus et on est content de l'avoir fait exister. Oui, c'est le seul, c'est une belle rencontre entre les deux et pour moi, pour quelqu'un qui n'a jamais lu de livre philosophique, c'était, comme je te l'ai dit, très, très compréhensible et agréable à lire. Ah bah c'est super, c'était aussi le but. Est-ce qu'on peut finir, maintenant que je te connais bien, juste te présenter, qui es-tu ? Qui suis-je ? Waouh, c'est une vaste question. Je trouve que c'est une question très difficile parce que ce qui vient à l'esprit, c'est ce dont souvent on dit qu'en jeûne, ça ne vient pas tout de suite. C'est ce qui se vient dans la vie sociale, c'est dire son métier. Alors, du coup, je suis professeure de philosophie en classe de terminale au lycée Faidherbe à Lille. Je ne suis pas du tout sûre que ça épuise ce que je suis. C'est plutôt ce que je fais pour vivre. Ce que je suis, c'est une femme d'une cinquantaine d'années qui, comme tous les gens de mon âge, croit qu'elle a 30 ans et vit un peu comme ça. Quelqu'un qui aime faire de la philosophie parce que c'est vivant, qui aime enseigner parce que j'aime partager, qui aime danser, faire de l'escalade, faire de l'aïkido, faire de la randonnée, bouger, être active avec mon corps et mon esprit, qui adore manger et faire la cuisine. Mais je crois que ce qui est le plus... qui sourit tout le temps. Et je crois que ce qui est le plus important et vivant en moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre. J'adore apprendre tout. Apprendre quoi que ce soit, j'adore apprendre. Je pense que vraiment, vivre, c'est apprendre. Et quand j'apprends rien, je suis en train un peu de mourir. Tu es arrivé à la fin de cet épisode. Si tu souhaites aller plus loin, toutes les ressources comme les livres ou les films mentionnés pendant notre discussion sont disponibles en description. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner et bien sûr à laisser une évaluation de 5 étoiles. Ton soutien est une grande source de motivation pour moi. Passe une bonne fin de journée et à bientôt.